Alors, quand on découvre un objet comme ça, totalement nouveau, un ovni politico-sociologico-social et économique, évidemment, le premier réflexe, c'est d'essayer de chercher des précédents historiques, ce qu'ont fait un certain nombre d'observateurs et de politiques à propos du mouvement des Gilets jaunes. Alors, ils sont allés piocher du côté des jacqueries médiévales, du côté du mouvement des sans-culottes de la Révolution, du côté du poujadisme. Plus récemment, on va essayer de faire un petit point avec vous sur tous ces ovnis précédents. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que quand les journalistes ou les personnalités politiques font ces références historiques, ça renseigne d'abord beaucoup plus sur le regard qu'ils ou qu'elles portent sur l'événement, ce qu'ils veulent faire dire du mouvement, que le mouvement en tant que tel. Parce que la plupart du temps, ils évoquent ces comparaisons pas pour leur valeur heuristique, pas pour ce qu'elle apprend du mouvement, mais pour leur puissance évocatrice, qui peut être positive comme négative. Je suis à peu près sûre que la plupart des journalistes, des hommes politiques qui parlent de la jacquerie, ne savent même pas ce que c'est, s'ils creusent un petit peu. Alors pourquoi ils l'utilisent? Jacquerie, en général, ça peut être utilisé dans un sens positif et négatif. Négatif quand il s'agit de renvoyer un mouvement du côté de l'archaïsme, du grossier, voilà, c'est les jacques, c'est le côté mépris social. Ça peut être positif, surtout dans les discours d'extrême droite, quand ça relaye un imaginaire du vrai peuple, du peuple réel, comme disait Maurras, donc contre un peu parfois aussi le mouvement ouvrier. Poujadisme, on le trouve plutôt dans le discours de gauche parce que c'est une façon de déconsidérer le mouvement des Gilets jaunes en les envoyant dans les cordes de l'extrême droite. Alors les références aux sans-culottes ou aux révolutionnaires, plus rares mais qui existent, on pensera par exemple à Ruffin qui se fait les cahiers de doléances des Gilets jaunes. Là, en fait, c'est plutôt de la gauche aussi qui l'utilise pour inscrire ce mouvement dans le grand roman révolutionnaire avec une idée, finalement, c'est assez performatif chez ceux qui l'utilisent parce qu'ils aimeraient bien que ça devienne une révolution. Alors, une fois qu'on a dit ça, il n'empêche que ces différentes comparaisons, elles disent des choses sur les Gilets jaunes, et c'est toujours utile de mobiliser des précédents historiques, à condition qu'on voit les points communs et les différences. Si on voit que les points communs, on ne comprend pas grand-chose. La difficulté, c'est que pour comparer, il faut connaître les deux parties. Or, on connaît bien le passé, mais on ne connaît pas du tout ce qui se passe. Et c'est ça la difficulté, parce que le chercheur, mais le journaliste aussi, face à un mouvement comme le Gilet jaune, donc majoritairement antifiscal, mais c'est aussi un mouvement de consommateurs, interclassiste, c'est assez évident, mais polymorphe dans ses revendications. C'est très dur à saisir quand on est chercheur, on l'a dit, et je pense qu'on y reviendra. La sociologie d'un mouvement, c'est très difficile. Moi, par exemple, je travaille sur des mouvements de ce type au XIXe siècle. Comment saisir la sociologie de ces mouvements? Je peux travailler avec les sources de la répression ou de la justice. Mais en même temps, je sais bien que les sources de la répression et de la justice, elles vont identifier des groupes qui sont peut-être indicatifs de la sociologie d'un mouvement, mais qui ne sont pas représentatifs, parce que l'engagement et la répression sont socialement différenciés. L'autre truc, c'est que face à la polyphonie, le chercheur, il doit faire le tri entre ce que disent les acteurs, et savoir qui parle, de fait, à qui on donne la parole et qui on écoute, ce que disent les commentateurs et ce que disent les récupérateurs d'une certaine façon. Donc on a des voix différentes et il faut réussir à sortir quelque chose de cette polyphonie. Donc ce que peut dire déjà l'historien, c'est que c'est un mouvement donc interclassiste, polymorphe, avec un sens assez complexe, et que ce type de mouvement, en fait, il est archi fréquent en histoire. Alors, ce propos, ces précautions liminaires étant prises, on va prendre les parallèles un par un. Les jacqueries, quels sont les éléments de pertinence dans la comparaison avec les jacqueries? Alors, ce qui est drôle, c'est que quand on regarde les journaux, les jacqueries, ils ne savent pas laquelle. Certains parlent de celle de 1358, d'autres celle de 1428, celle, ils en inventent même, 1500, on a des 1548. Bon, ils mélangent un petit peu tout. En fait, c'est aussi normal parce que jacquerie, la première fois que ça apparaît, c'est en 1358, et après le terme est repris dans les jacqueries suivantes à l'époque médiévale comme moderne. Généralement, les jacqueries, c'est des révoltes antifiscales, et il y en a beaucoup, les plus connus, qui sont contre l'impôt sur le sel, la gabelle, qui était une taxe indirecte. Le sel étant à l'époque très important, c'est le seul moyen de conservation des aliments. Donc c'est pas simplement pour saler, c'est pour conserver. Alors, ce qu'on peut dire sur cette comparaison, c'est que dans les Gilets jaunes et toutes ces jacqueries, les points communs, c'est d'abord qu'on a toujours des oppositions à la pression fiscale, vécues comme lourdes et injustes, et que toutes ces révoltes sont des révoltes à dimension rurale. Ce qui est logique au Moyen-Âge et à l'époque moderne, puisque c'est la très grande majorité de la population, ce qui est intéressant de nos jours, puisque ça ne l'est plus. Alors l'autre point commun, si on veut tirer des continuités, c'est la présence d'un mépris social à l'écart des jacques ou des Gilets jaunes, qui est présent dans tous ces cas-là. Parce que malgré tout, il s'agit de les mépriser et de les traiter de jacques
participe du mépris social. Après, il y a des grosses différences, déjà tout simplement parce que l'impôt n'a rien à voir sous l'Ancien Régime et de nos jours. Sous l'Ancien Régime, l'impôt est profondément inégal, beaucoup plus que maintenant, puisqu'il repose essentiellement sur le tiers-État. La noblesse et le clergé, les plus grands propriétaires, en sont exemptés de taxes directes comme de taxes indirectes. Bon, il y a des nuances, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, ce qui fait que la majorité des révoltes fiscales de l'Ancien Régime, des jacqueries, visent en fait l'Église ou les seigneurs, beaucoup moins que les impôts royaux, contrairement à ce qu'on peut dire. D'autre part, sous l'Ancien Régime, il n'y a pas de consentement à l'impôt, puisque c'est pas comme ça que ça se passe. Donc tout ce qu'on connaît actuellement, tout ce qui donne un sens particulier à cette révolte, à savoir que l'État lève l'impôt, qu'il en a le monopole, que cet impôt est décidé par les représentants du peuple, qu'on attend qu'il soit juste et qu'il est présenté comme juste dans sa répartition, qu'il est justifié parce que l'État mène des politiques publiques qui sont coûteuses. Donc toutes ces conséquences, ça date de la Révolution française et de l'impôt sur le revenu en 1914. Ça n'a rien à voir avant. Pour autant, si on veut faire un lien, les révoltes fiscales d'Ancien Régime comme maintenant ont toujours éclaté quand le peuple a le sentiment qu'il paye sans rien obtenir en échange. Contre la dîme quand on critique les curés dans leur mission religieuse. Contre les seigneurs quand on pense qu'ils ne protègent plus militairement les paysans. Et là, et c'est pas un hasard, le mouvement des Gilets jaunes est particulièrement suivi dans les régions où il y a eu un retrait des services publics. Donc ça, c'est un lien fort. Alors, vous parlez de la Révolution. Maintenant, la comparaison peut-être la plus inattendue avec les sans-culottes. Oui, alors elle est inattendue et puis surtout, en fait, c'est sans doute une de celles qui a le moins de sens, même si on peut finir par voir quelque chose d'intéressant. Alors, le lien possible entre les sans-culottes et les gilets jaunes, bon, déjà et d'une, c'est qu'ils sont désignés métonymiquement par une partie de leur habit. Gilets jaunes, on voit ce que c'est, et les sans-culottes, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas la culotte des nobles, qui est un pantalon court, mais des pantalons, comme on le voit sur cette magnifique gravure de Le Sueur. Alors, l'autre point commun, c'est que c'est des mouvements interclassistes et finalement c'est des mouvements de consommateurs parce que c'est des mouvements de consommateurs, les gilets jaunes et ça. En gros, plutôt jeu de producteur, c'est ça? Oui, ouais. Et d'ailleurs, c'est là que c'est intéressant. Donc, les sans-culottes, il y avait de tout, des patrons, des salariés, des ouvriers, des pauvres, des riches. Bon. Mais ils avaient une beaucoup plus grande homogénéité politique, par contre, que les Gilets jaunes, avec des revendications claires, démocratie directe, droit à l'insurrection, égalitarisme social et taxation du pain. Alors, attention, il ne s'agissait pas de taxer le pain pour que le pain soit taxé, c'est pas l'inverse, mais il s'agissait de fixer un prix maximum et si les gens le vendaient plus cher, donc les plus riches, taxer les plus riches s'ils le vendaient plus cher. Mais le mot d'ordre, c'est taxation, donc c'est inversé. Là où on peut tirer un lien, et c'est ça qui m'a intéressé, c'est quand on voit la réaction finalement des mouvements ouvriers, notamment par exemple de Martinez. Martinez voit les gilets jaunes et il parle quoi? Il parle salaire, il parle SMIC. Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, quand on regarde les sans-culottes ou les gilets jaunes, je vous ai dit, c'est une association de consommateurs. Ce qu'ils partagent, c'est de trouver que la vie est chère et de vouloir que la vie soit moins chère. Donc c'est une fraternité de consommateurs, alors que le mouvement ouvrier est une fraternité de producteurs. En gros, vous avez un problème de vie chère. Prix du pain sous l'Ancien Régime, prix de l'essence ou autre actuellement. À partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous augmentez les salaires pour que ça paraisse moins lourd, soit vous baissez le prix des éléments, enfin des produits de première nécessité. Les sans-culottes et les gilets jaunes demandent qu'on baisse le prix. Alors que le mouvement ouvrier a toujours demandé au XIXe siècle qu'on monte les salaires. Donc il est tout à fait logique que Martinez face au mouvement des Gilets jaunes et une réaction qui s'inscrit dans la continuité du mouvement ouvrier, qui est une augmentation de salaire, alors qu'en fraternité de consommateurs, les Gilets jaunes sont pour une baisse du prix du pain. Alors, on fait un saut d'un peu plus d'un siècle et l'étiquette de poujadisme. Alors, qui est donc utilisée pour renvoyer les gilets jaunes uniment, enfin, dans les cordes de l'extrême droite. Alors, le poujadisme, je rappelle juste rapidement, c'est un mouvement qui a d'abord été très catégoriel et très local. Hein, c'est né autour du papetier Poujade. C'est un groupe de commerçants et d'artisans de Saint-Céré dans le Lot qui se sont opposés à un contrôle fiscal. Le contexte, l'État mène en 1953 une lutte contre les fraudes fiscales qui vise surtout la grande distribution, mais qui va percuter parfois les petites entreprises en envoyant en fait des nouveaux inspecteurs de fiscaux qui s'appellent les polyvalents dans les entreprises. Alors, cette intrusion des polyvalents, qui est en fait moindre dans les petites entreprises, est très mal vécue par le petit commerce et le petit artisanat. Il y a même une scène des bronzés là-dessus. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais à un moment où Dominique Lavanant, alors que l'autre lui explique ses histoires d'amour, c'est trop dur, tous les mecs et tout, elle lui explique le pire truc qui lui est arrivé, c'est ça. Voilà, je vous laisse écouter.
Bah écoutez, moi dans un autre genre, j'ai eu les polyvalents dans mon salon de beauté pendant 3 jours. Et c'est quoi vos prénoms? J'ai été tellement déprimée que j'ai cru que j'aurais pas la force de venir jusqu'au club. Voilà, les polyvalents. Donc c'est à la base du poujadisme. Alors, par ailleurs, la création de la TVA était dans les tuyaux et là, de fait, elle se révélait plus profitable aux entreprises modernes qu'aux petits détaillants. Donc le mouvement est d'abord local, mais il va très vite se structurer, se doter d'un programme qui, au-delà des revendications fiscales, ait un discours contre les grandes entreprises, la grande distribution, défense des petits contre les gros, qu'on peut trouver à droite comme à gauche. Il va donner naissance à une organisation, l'Union des commerçants et des artisans, l'UDCA, qui va devenir impressionnante. On pense qu'il y a eu 350 000 adhérents à un moment, et qui a appelé à l'union avec les ouvriers et les paysans. Ça a marché pour les paysans et pas vraiment pour les ouvriers. Au tout début, le PCF a même d'ailleurs une bienveillance. Il y a des cadres communistes au début à l'UDCA, mais la rupture est consommée très nettement en 1955 parce que le mouvement, de fait, se place très nettement à l'extrême droite. Le poujadisme, c'est anti-parlementaire, xénophobe, antisémite, pro-Algérie française, anticommuniste, anti-gaulliste, il réhabilite Pétain. Enfin, donc c'est assez clair quand même assez vite. Il pouvait utiliser la violence verbale et parfois la violence physique. Ce qui est notable, c'est en 1955, les poujadistes ont fait une spectaculaire montée sur Paris pour un meeting. C'était la première fois qu'il y avait cette montée sur Paris, qui ensuite a été repris par la gauche. Les mineurs en grève en 1963 ont fait une montée sur Paris, le Larzac, montée sur Paris, les sidérurgistes lorrains. Donc c'est pas propre à la droite. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un appel à la montée sur Paris samedi prochain, donc le 24. C'est un mouvement qui a eu des débouchés politiques, des candidats présentés aux législatives de 56, 52 élus, dont Jean-Marie Le Pen, qui commence donc sa carrière à Poujade. Donc il y a des grosses différences avec les Gilets jaunes. D'abord la personnalisation du mouvement anti-Poujade, on n'a pas l'équivalent. L'organisation, alors que là le mouvement est inorganisé. Et puis la coloration évidente d'extrême droite, qui là est beaucoup plus complexe dans les Gilets jaunes. Et on en discutera dans une minute. Le dernier parallèle, c'est un parallèle qui vous est venu à vous, un petit parallèle perso. Ouais, c'est mon petit parallèle perso. Alors, personne n'en parle parce que personne ne connaît, mais moi je l'aime. C'est ce qu'on appelle l'été rouge, qui est une révolte fiscale de 1841. Alors, en 1841, il y a un été de révolte qui touche toute la France avec des barricades à Clermont, à Lille, à Toulouse. Enfin, c'est vraiment important à l'époque. La base, réforme fiscale à nouveau, l'État veut faire rentrer l'impôt et il veut faire rentrer l'impôt des portes et fenêtres. C'est un impôt donc qui portait sur le nombre d'ouvertures des maisons. Et en fait, ce mouvement, comme aujourd'hui, précipite au sens chimique du terme, toutes les colères du moment. Il y avait plein de crises. Crise économique dans les campagnes et dans les villes, des agitations ouvrières, il y avait beaucoup de grèves en 1840, des mouvements de consommateurs contre le prix du pain, donc on retrouve ça, et aussi une revendication démocratique très forte. Les gens demandent le suffrage universel à ce moment-là, qui n'existe pas parce que c'est un suffrage limité. L'État est fragilisé par des scandales. Il y a même une sorte de Wikileaks, puisque juste avant la crise, on sort des missives secrètes de Louis-Philippe qui prouvent qu'il est beaucoup moins nationaliste qu'il ne voulait bien le dire. Et on dénonce aussi les élites politiques. Vous voyez, par exemple, dans cette gravure de Daumier, comment on représentait les personnalités politiques, on les appelait les ventrus ou les ventrigoulus. Dénonciation des riches en général, dénonciation de la frontière jugée trop mince entre le monde politique et le monde économique. Ce qui va créer l'émeute, c'est la rumeur, la fake news. Parce que, en fait, ça a été créé d'ailleurs par des élites de l'opposition qui voulaient mettre le feu aux poudres. On a dit aux gens, ils ne vont pas compter que les portes et fenêtres. Ils vont compter vos soutiens-gorge, vos culottes, ils vont rentrer dans vos maisons, ils vont ouvrir vos tiroirs. Ça a obligé quand même les autorités à faire des affiches pour dire non, on ne va pas rentrer dans vos maisons. Le pouvoir a réagi par la force, ce qu'il est en train de faire là pour l'instant à La Réunion, mais on va voir ailleurs. Et il l'a fait aussi d'ailleurs, il les appelait des jacques, on utilisait déjà la jacquerie pour les déconsidérer, mais aussi en traquant les communistes. C'est le mot de l'époque, en fait c'est les premiers socialistes. Comme aujourd'hui, il dit que l'ultra-gauche, c'est l'expression du gouvernement, est à la manœuvre. Donc on retrouve la même chose. De fait, c'était un mouvement plutôt à gauche qui défendait l'égalité et qui était porteur de ça. Pour résumer, et j'arrêterai là-dessus, la critique de l'impôt dans l'histoire, elle a toujours été présente et elle a toujours cristallisé les mal-être sociaux. Mais c'est toujours aussi un facteur ambigu. L'extrême droite ou la droite peut s'en saisir et quand elle fait de l'antifiscalisme son cheval de bataille, elle s'en prend souvent à l'État et aux étrangers. La gauche aussi peut s'en saisir, mais quand elle fait de l'antifiscalisme son cheval de bataille, elle parle d'égalité, de redistribution, de services publics et de protection sociale. Les deux sont présents actuellement dans le mouvement, c'est l'impression que j'ai de ce que j'ai pu voir. Merci Mathilde pour ces retours historiques extrêmement complets. Est-ce que certains des parallèles que vient
d'énumérer, Mathilde, vous paraissent plus ou moins convaincants que d'autres? Est-ce que vous aviez fait vous-même à l'apparition du mouvement vos propres parallèles historiques? Écoutez, j'ai regardé effectivement un certain nombre de mouvements qui ont été évoqués ici. Sur le mouvement Poujade, dès le départ, il m'a semblé que la mise en avant par Emmanuel Macron du caractère poujadiste de la révolte tapait à côté. D'une part parce que, comme cela a été dit, le mouvement Poujade était très clairement identifié à un homme, Pierre Poujade, alors que là, personne ne peut s'arroger le titre de porte-parole du mouvement, même des fois au plan local, d'ailleurs il y en a plusieurs. Et je voudrais revenir un petit peu sur l'origine précise du mouvement Poujade. Donc, contrôle fiscal, oui, effectivement, il y a ça. Mais dans cette opposition à l'arrivée des polyvalents dans les petits commerces, puisque c'est précisément un petit commerce que tient Pierre Poujade à s'insérer, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que c'est pas le contrôle fiscal en lui-même, finalement, qui le dérange, c'est le fait que les polyvalents cherchent chez les petits commerçants ce qui est dissimulé. Vous savez, c'est la vieille vision. C'est la vieille vision selon laquelle le petit commerçant en milieu rural, évidemment, fait tout payer en liquide, planque la recette du jour sous le matelas, ne déclare rien ou pas grand-chose aux impôts, et finalement s'enrichit sur le dos du peuple. On est juste après l'épisode où, pendant la Seconde Guerre mondiale, le marché noir a prospéré, et donc il y a cette suspicion qui pèse sur les petits commerçants de dissimuler leurs revenus. Différence avec le mouvement actuel, d'ailleurs. Il n'y a rien de tel dans le mouvement actuel. Non. Différence, mais en même temps résonance, parce que les gilets jaunes actuellement nous disent mais nous ne pouvons rien dissimuler, nous avons peu, et il y a en face de nous une élite qui, passez-moi l'expression, et le terme est des fois utilisé comme cela, se gave. Elle se gave. Alors il y a pendant cette semaine un épisode qui est de télescopage qui est absolument sidérant. C'est la révolte des Gilets jaunes et l'arrestation pour fraude fiscale au Japon de Carlos Ghosn, dont enfin, les sommes qu'on l'accuse d'avoir dissimulées sont évidemment, j'ai pas fait le calcul en équivalent SMIC, mais enfin ça représente quand même quelques dizaines d'années de travail. Donc il y a cette dimension des Gilets jaunes qui nous disent mais nous sommes quasiment tout nus, on n'arrive plus à boucler les fins de mois, et on a une élite à la fois politique, économique, médiatique aussi, parce que les médias n'échappent pas à la critique, qui vit selon un train de vie démesuré. J'ai encore vu ce matin beaucoup de vidéos qui circulent dans le milieu des Gilets jaunes sur la réfection de la salle à manger de l'Élysée, sur le train de vie du couple présidentiel, sur les notes de restaurant de Gérald Darmanin, sur toutes ces choses qui induisent vraiment l'idée qu'il y a plus une France, qu'il y en a deux. Alors, Gérald Darmanin, ministre du Budget, qui a déclaré à l'Assemblée qu'il comprenait parfaitement le mouvement des Gilets jaunes, puisque c'est très très difficile, a-t-il dit, de vivre avec 950 € par mois, quand on sait, a-t-il dit, qu'une addition au restaurant pour 2 personnes à Paris atteint fréquemment 200 €. Sans le vin. Sans le vin. C'est ça qui est... C'est là on se dit, mais c'est pas possible. Sans le vin.